Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Ça y est, on est de retour, c'est la rentrée, ça fait plaisir. D'ailleurs, nos journalistes préférés sont aussi de retour. Pour eux aussi, c'est la rentrée. Ah oui, ils sont revenus en pleine forme à la radio, dans la presse, et tout bronzés sur les plateaux de télévision. Et grâce au magazine People, on a même pu connaître leur morning routine de vacances. Des vacances studieuses et sportives, hein, parce que faut pas déconner, c'est pas comme vous, là, avec la canicule, vous avez rien fait, je suis sûr, vous avez rien branlé, vous aviez chaud. Alors ils sont tous partis en Corse, hein, Pro, Salamé, Duhamel. Ah oui, on les surveille même l'été. Bon, il y a quelques changements dans le paysage médiatique cette année, des changements pas forcément rassurants d'ailleurs, je vous laisse apprécier. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Je suis très heureuse d'écrire cette nouvelle page avec vous et avec la formidable rédaction de France Télévisions. Je suis de droite et je serais ravi de vous le montrer. Vous êtes de droite, Louis Sarkozy? Je vous apprends quelque chose, mais ah là là, le choc, le choc. La nouvelle. Vous devenez chroniqueur dans Apolline Matin. Il y aura vous, il y aura Cécile Duflot, il y aura Charles Consigny. Bonjour Éric Lombard. Bonjour Benjamin Duhamel. Ah bah ça va être une belle saison, hein. Tout le monde est à donf. Ouais, alors c'est un peu les mêmes clampins que l'année dernière en fait, mais vous avez vu, il y en a qui ont changé de chaîne, voilà. Bon. Oui, c'est vraiment une révolution, on a hâte de découvrir tous ces programmes innovants. Mais on a toute l'année pour ça. D'abord, on va revenir sur les faits marquants de cet été. Du genre Patrick Sébastien au camping. Voilà, non, pas tellement. On va parler plutôt de Nicolas qui paye, de François Bayrou, des trucs qui se sont passés dans le monde politique pendant que tous ces journalistes passaient des vacances studieuses et sportives en Corse. Donc François Bayrou, lui aussi studieux et sportif, sauf que lui il était à Matignon et nous a préparé un beau bordel pour la rentrée. Ici uni dès juillet, il nous a prévenu, à la rentrée ça va être la bagarre. Il va nous en mettre plein la gueule. On travaille pas assez et ça, il faut que ça cesse. Il est temps que les Français arrêtent de se branler le cul. Ce blocage-là, ce désenchantement face au travail, c'est un ennemi public et je vous propose que nous le combattions. Il faut travailler plus. Face au travail, les Français sont désenchantés carrément. Et oui, et du coup tout est chaos. Nous devons avoir comme but que le travail soit toujours un choix gagnant, qu'il n'y ait plus aucun frein au fait de travailler ou de travailler plus. Vous avez capté la petite pause verre d'eau en plein milieu de la phrase? Ça, je crois que c'est juste pour nous énerver encore plus. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Bon, ça, clairement, c'est pas passé. Déjà, il y aurait 84% des Français qui sont opposés à cette mesure, mais même quand on met le nez dans la presse de droite, eh ben, c'est pas vraiment bien accueilli comme idée. Les gens de droite, ils sentent bien que ça peut énerver tout le monde. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mouvement social dès la rentrée? Clairement, non. Eux aussi, ils sont stressés par la méthode Bayrou. Bon, par contre, ils sont d'accord sur le fond, hein. Faut remettre les Français au travail. La dette, c'est les salariés et les pauvres qui doivent la payer. Y a pas de contestation là-dessus. Parce qu'il y avait à la fois un discours d'immense responsabilité disant aux Français leur vérité et le discours était d'excellente tenue sur le fond. Le discours sur la dette, par exemple. Excellent discours de François Bayrou. Moi, je trouvais ça formidable. D'ailleurs, chez vous, j'entendais hier Alexis Brézé. Enfin, il était comme moi. C'est-à-dire, toute personne raisonnable se dit, voilà, enfin un politique important, un poste important qui le dit. Aujourd'hui, avec son vote de confiance perdu d'avance, Bayrou est considéré comme finito. Mais ça n'empêche pas les journalistes de lui trouver un certain panache. Est-ce que vous diriez qu'il y a tout de même une forme de panache de sa part à faire ça? Bon, c'est idiot quand même d'avoir demandé un vote, quand on y réfléchit, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est la 5ème République, tu peux rouler sur le Parlement, le 49.3 ça existe pour quelque chose, merde. Ah oui, mais respecter la démocratie, est-ce que c'est pas aussi une forme de panache? Oh, bah si. Vous dites qu'il a du panache en décidant comme ça de poser une question de confiance? Monsieur Duhamel. Mais bon, tout ce panache n'a pas servi à convaincre les vrais gens. Hein, ça n'a pas suffi à calmer l'effervescence autour du fameux 10 septembre. On va revenir sur cet appel à tout bloquer mercredi d'ailleurs, parce que ça a surgi au cœur de l'été, et on a senti au fil des semaines l'inquiétude monter dans les grands médias. L'appel était parti d'un obscur groupe souverainiste sur Internet, des gens qu'on pourrait situer politiquement entre Florian Philippot et Francis Lalanne, si on pourrait résumer. Oui, si. Donc ça faisait peur, évidemment, ça faisait peur. Donc sur France 5, ils ont sorti la musique qui fait peur. Anti-système méfiant vis-à-vis des médias, ils se rêvent en porte-voix d'une France écœurée par les politiques. Ça, c'est le point de départ de Bloquons Tout. On va voir ensuite dans l'épisode que c'est devenu complètement autre chose, mais le hashtag était parti de là, en tout cas. Et cet été, il y a un autre hashtag, un autre slogan qui s'est imposé sur nos réseaux sociaux, c'est le fameux Nicolas qui paie. Ah, et celui-là, il a été beaucoup mieux reçu par les journalistes de plateau et les politiques.
on arrête l'assistanat, et l'argent qu'on économise, on le rend à Nicolas. On va vous expliquer le truc de Nicolas qui paye parce que je sens que ça va rester, je sens qu'on va en bouffer pendant des semaines du Nicolas qui paye. Oui, c'est un slogan qui vient de la fachosphère. Alors Nicolas, dans l'idée, c'est un trentenaire, il gagne de l'argent et il paye pour les immigrés, il paye pour les retraités et il en a marre. Parce qu'il est raciste, Nicolas, et que tout cet argent, il préférait le mettre dans la crypto. Les bitcoins. Nicolas, c'est sans doute pas grand monde. Mais le hashtag a fait florès, notamment sur le réseau social d'Elon Musk, sur lequel on pouvait avoir l'impression que c'était un mouvement représentatif de beaucoup de personnes et que quelque chose montait dans la société. Le slogan était essentiellement relayé par les gros comptes de l'extrême droite, mais il a été repris par beaucoup de monde, réinterprété même au fil des citations. C'est Nicolas qui paye, toujours. Retailleau évoqué, par exemple, ils ont un peu passé sous silence tout le message contre les retraités parce que c'est leur électorat, donc ils peuvent pas. Charles Consigny, lui, a choisi de ne pas mettre en avant tout le côté racisme. Lui, il garde surtout la charge contre notre modèle social. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Chacun son Nicolas, finalement. Ah, on sent que ça les inspire. Ouais, mais c'est comme Ruffin avec Karine, tu sais, Karine qui est gilet jaune à Amazon, bah eux, c'est Nicolas, quoi. Je suis avec Nicolas, c'est toujours lui qui paye. Oui, sauf que leur personnage à eux, il n'existe pas, ils l'ont inventé. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Éric Tegner, le propagandiste d'extrême droite et patron de Frontières, a carrément déposé la marque « C'est Nicolas qui paye ». C'est bien, comme ça c'est Éric qui encaisse. Évidemment, le Nicolas que nous décrit CNews, il est plus raciste que celui de Consigny. Oui, et celui-là il aime pas les retraités, donc on retombe sur un Nicolas beaucoup plus proche de celui des fachos de Twitter. Nicolas finance les croisières de Bernard et Chantal, il finance les arrêts maladie douteux, il les aides sociales à rallonge, l'audiovisuel public qui les méprise, les subventions absurdes, les privilèges hors sol, il finance aussi une politique migratoire incontrôlée. Oui, maintenant il y a Bernard, il y a Chantal, il y a plein de personnages dans cette histoire, je sais, mais accrochez-vous quand même. Un peu. Dites-vous que pour eux, ils font quasiment de la sociologie là. Et Nicolas, c'est la partie la plus modeste de ces 43%, c'est la classe moyenne, la moyenne supérieure. On peut gagner 3 000 ou 4 000 euros par mois, être considéré comme riche, payer l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations sociales, contribuer aux collectivités locales, à la solidarité nationale, sans jamais avoir accès à aucune aide spécifique et se sentir en définitive pas riche du tout. Il veut des aides, Nicolas. Il est riche, mais il veut des aides, parce que sinon il se sent pas vraiment riche. Sous la gueule du monde, Nicolas. Nicolas, tu vas continuer à payer, tu vas bien fermer ta gueule. Petit con, va. Bon, vous l'avez compris, Nicolas, c'est le nouveau nom du riche qui veut pas payer. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il est si riche que ça? Et puis c'est quoi pour vous un riche? Vous croyez qu'ils sont riches sur les plateaux télé, mais pas du tout, ils sont en galère, tous ces gens comme Nicolas. Ils sont pas si riches que ça, hein, il faut pas croire. Et que la classe moyenne, elle travaille, elle paye, et en plus on lui dit ferme-la, sinon t'es une facho. Alors que en haut et en bas, d'une certaine façon, ça se gave. Je dis pas qu'en bas les pauvres se gavent, c'est pas ce que je dis, mais les pauvres, non, les pauvres sont maintenus dans la précarité. Les pauvres sont maintenus dans la précarité parce que ça sert à la gauche. Elle, c'est Barbara Lefebvre, une des grandes gueules les plus polémiques d'RMC. Au mois de juin, la Société des journalistes de BFM et RMC avait demandé qu'elle soit virée suite à des propos abjects sur Gaza, qui selon les journalistes, entachaient la réputation de leur rédaction. Elle a en effet été éloignée de l'antenne un petit moment, puis là, bon bah vous voyez, elle revient en pleine forme pour défendre les riches et justifier le génocide de la veuve et de l'orphelin. Et défendre les riches, c'est d'autant plus généreux de sa part qu'elle n'est pas riche. Elle, c'est une Française modeste, ordinaire, classe moyenne. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Dans la classe moyenne, t'en es pas. Les immigrés. T'en es pas. Mais si. T'en es pas. Mais si, elle est majoritaire. Mais si, la classe moyenne. Pardon, je suis pas de la classe moyenne. Non. Je suis de la classe si, quoi alors? T'énerve pas, Barbara. Non, j'aime pas du tout ce que tu es en train de... T'es pas de la classe moyenne en fait. D'accord, je suis quoi de la classe moyenne? Ah, ils aiment pas les bourgeois, qu'on les traite de bourgeois. Et encore là, le mot n'a même pas été prononcé, parce que vous savez bien qu'on n'a pas le droit de dire bourgeois sur les plateaux de bourgeois, c'est interdit. Non mais vous avez vu, là on lui dit juste qu'elle gagne peut-être un peu plus que la classe moyenne, mais regardez dans quel état Salamé. Salamé, je croyais qu'on parlait pas de Salamé encore. C'est quoi mon salaire? C'est quoi mon salaire par mois? Je parle pas de ça. La classe moyenne, c'est 80% des Français. C'est quoi la classe moyenne? Je gagne 2500 balles par mois. Tu viens me dire que je suis pas la classe moyenne? Bah non, je suis seule et je suis à 2500 balles par mois. Ah non, c'est pas vrai. Moi, je plus les fiches que je fais ici et je les mets de côté pour ma fille. Ah, 2500 balles par mois, c'est son salaire de prof. Mais elle a pas compté ce qu'elle gagne à la télé du coup. Ah bah si, elle l'a dit, elle le met de côté pour sa fille, donc ça compte pas, ça s'annule, c'est pas du vrai argent. Mais ça marche pas comme ça. Mais... Non, je vais faire mes petits calculs, on a le temps. Ah, voyez dans quel état de Morand?
Alors j'ai fait mes petites recherches, et apparemment, quand on participe à une émission des grandes gueules, on est rémunéré autour de 500 €. Alors je suis allée regarder. Pour le mois d'août, elle a fait 4 émissions, donc 2000 balles en août. Oui, c'était calme pourtant, août, parce que tout le monde était en Corse, personne bossait à part Bayrou, faudrait regarder juillet. Ah oui, mais justement, je suis allée voir pour juillet, elle a fait 8 émissions en juillet, 4000 balles en plus de ces 2500 dont elle nous parle là. Elle se fout un peu de notre gueule, non? Mais c'est pour sa fille. Ah bah elle doit être blindée, sa fille. Bon, de toute façon, si on les écoute, il n'y a aucun bourgeois sur les plateaux, tout le monde est classe moyenne autodiag. Là, on est chez Estelle Denis, et il y a un auditeur qui a appelé parce que lui, il veut bloquer tout. Lui, il est peut-être vraiment dans la petite classe moyenne et il se sent pas compris. Il se demande si les journalistes sont pas un peu déconnectés avec leur gros salaire. C'est même peut-être pour ça que eux, ils veulent pas qu'on bloque tout. J'écoutais vos amis là qui disaient que ça servait à rien et tout. Il est sûr qu'avec 7 000 € par mois, je le bloquerai peut-être pas. Mais j'ai pas 7 000 € par mois. Alors on n'est pas du tout à 7 000 €, cher ami. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, je donne un exemple. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah non, eux ils sont pas à 7 000 €. C'est Barbara Lefebvre qui est à 7 000 €, on le rappelle. Eux, si ça se trouve, ils sont à 4 000 €, pas plus. Comme vous, je pense. Hein. Et eux aussi, ils vont devoir se serrer la ceinture pour payer la dette. C'est normal, on est tous à la même enseigne. Et eux, comme vous, pareil. Donc que chacun se serre un peu la ceinture. Et je sais ce que c'est, qu'on ne croit pas qu'on est tous hors sol autour de la table. On a tous une vie. On n'est pas des. On vient tous de familles modestes. Voilà, ici, on n'est pas des millionnaires. Et puis vous pouvez zapper comme vous voulez. Vous allez voir, tous les plateaux sont remplis de modestes prolos. C'est assez évident. Et puis ils ne sont pas privilégiés. En tout cas, ils ne se sentent pas privilégiés. Donc je ne me estime pas privilégié. Et puis sur les plateaux, il y a des retraités, vous savez, ces pauvres retraités avec les cheveux blancs, là, les retraités, pareil, c'est des comme vous, ça. Et là, vous allez voir, c'est marrant, parce que même Pascal Praud, il en rigole. Lui, il parle un peu plus franchement. Non, vous avez 5 ou 6 retraites, donc c'est pas... Vous êtes retraité, vous êtes un multi-retraité. Des petites retraites. Des toutes petites retraites, hein. Il y en a plusieurs, mais elles sont minuscules. Mais finalement, le plus important, c'est ce qu'ils ressentent. Et s'ils ressentent qu'ils sont comme les Français modestes, il faut respecter ce ressenti. Oui, allez, on va passer sur Europe 1, on va passer à la vitesse supérieure. Oui, c'est vrai que moi, je me sens le cœur d'une gueuse actuellement. Éric Tavernier m'avait dit que vous avez envie de m'appeler. Oui. Pour me dire que vous êtes un gueux. Je me sentais auditeur et je me sentais gueux. C'est vrai, comment vous moi, sentez gueux, j'adore cette expression. Alors les gueux, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un mouvement politique apolitique, lancé par lui là. Vous le reconnaissez? C'est Didier Bourdon. Non, lui c'est Alexandre Jardin, l'écrivain qui a toute sa famille en bleu sur Wikipédia. Et il se sent comme un gueux parce qu'il aime pas le personnel politique, il aime pas les écolos, il aime la bagnole. Et il veut pas de contraintes parce que c'est chiant les contraintes. C'est en tout cas ce qu'ils se disent avec ses autres potes gueux, notamment ses potes chefs d'entreprise qu'il cite tout le temps et qui en ont marre des normes. Donc les chefs d'entreprise aussi, c'est des gueux. Oui, puis Nicolas qui paye aussi, c'est un gueux. Bon, ok, très bien. Bon alors pourquoi il va sur les plateaux là, Jacouille? Est-ce qu'il soutient ou pas le 10 septembre? Le 10 septembre, c'est en train d'être récupéré par une couleur politique. Or, Jean-Luc Mélenchon. Oui. D'extrême gauche. C'est exactement ce que nous ne voulons pas. Lui, il aimait bien le 10 septembre quand c'était encore un truc un peu confus, un truc un peu poujadiste. Mais maintenant qu'il y a des revendications de gauche, bah il aime moins. Mais il faut dire qu'on a vu dans les médias des reportages assez inquiétants sur ces bloqueurs là. Les flux financiers sont toujours dirigés vers les mêmes et ça c'est plus possible quoi. Il y a 211 milliards d'euros qui sont donnés aux grands patrons sans aucune contrepartie, sans étude d'impact. C'est scandaleux, c'est parce qu'il n'y a pas un rapport de force nécessaire. S'il y a un rapport de force nécessaire, eh ben on pourra arriver à changer les choses. On fait des allègements de cotisations sociales pour les entreprises. Je crois que le chiffre qui a tourné c'était 200 milliards d'euros. Et en fait l'argent on a l'impression qu'il circule entre les mains des personnes qui sont des plus riches quoi. Alors là évidemment plus question de soutenir le mouvement. Le 10 septembre ça commence à ressembler à un mouvement social de gauche classique. Les travailleurs qui râlent, on veut taxer les riches, on veut des services publics. Et alors là du coup il n'y a plus qu'à ressortir les paniques habituelles. On est en terrain connu. Oui en plus il y a Mélenchon qui a dit qu'il fallait soutenir le 10. Bon bah voilà c'est plié. Sauf que tout le monde ne s'est pas mis à jour. Il y en a pour qui, même fin août, le mouvement du 10, c'était toujours un truc conspi bizarre. Il y en a pour qui c'était toujours ça le bon angle pour disqualifier ce mouvement de contestation et surtout disqualifier cet hypocrite de Jean-Luc Mélenchon. Contre l'extrême droite, c'est quand il est question de faire tomber François Bayrou, mais quand il y a un mouvement social sur lequel on peut surfer, là, ça pose moins de problèmes. Maintenant, quand on parle du 10 septembre, le discours majoritaire, c'est les trucs classiques sur la gauche et les manifs. Les antifas vont débarquer, les Black Blocs, enfin c'est le cortège à chaque fois que LFI s'en mêle, ils vont tout casser, ils vont se balader avec des drapeaux palestiniens, quel rapport avec la cause défendue par les gueux, et finalement, en plus, ils vont donner une image désastreuse. Et certains, à l'extrême gauche, essayent de récupérer ce mouvement. Et LFI est en train de pourrir ce mouvement. Insupportable aussi les conséquences pour les salariés, pour les précaires aussi, qui ne pourront pas travailler
travailler. Alors moi, je trouve ça insupportable de bloquer d'une façon générale. Alors ceci dit, il y en a qui ont essayé de remettre le mouvement du 10 sur de bons rails. Hein, c'était bien votre truc là, Nicolas qui paye là. Vous voulez pas continuer juste à râler sur les impôts et les assistés? Hein, vous restez chez vous, tranquille, et puis vous dites les taxes, refaites ça, c'était bien. C'était plutôt contre le ras-le-bol fiscal, c'est ça, c'est les taxes, c'est l'État omniprésent, c'est ça. Et les 2 jours fériés. Ça rappelle beaucoup le début du mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup comparé l'appel à tout bloquer avec l'appel des Gilets jaunes en 2018 à occuper les ronds-points. Et comme au début du mouvement des Gilets jaunes, les journalistes ont soutenu le truc aussi longtemps qu'ils pouvaient croire que c'était juste une espèce de jacquerie anti-taxe. Dès que la gauche et les syndicats s'en sont mêlés, alors là, plus rien à foutre des prolos. Que chacun rentre chez soi. Envoyez-moi la police. Pétez-leur la gueule. Les syndicalistes, ils devraient prendre leur sac à dos de manif et aller voir à l'étranger pour se rendre compte un peu qu'ils sont complètement hors sol. Alors, celui qui nous parle de syndicaliste hors sol, c'est le frère de Philippe de Villiers, carrément. Et attention, il a pris des notes parce qu'il a préparé des punchlines, figurez-vous. Il va vous les lire. Attention, c'est des trucs préparés, ça, hein. C'est pas de l'impro. Hein, parce que ce sont des dinosaures, les syndicalistes français sont des dinosaures diplodocus qui sont souvent devenus syndicalistes pour buller dans le local syndical avec 15 cafés par jour. Mais si ça se trouve, quand il sort dans les dîners où ils sont entre gueux, ça marche à fond son truc des diplodocus. Les syndicalistes australopithèques. Bon, on a choisi de vous parler de Blocontou et de Nicolas qui paye parce que vraiment c'était ça les discussions cet été et ça a fortement inspiré tout le personnel politique. L'annonce du blocage le 10 a sans doute joué dans la décision de Bayrou de demander la confiance le 8 et le slogan Nicolas qui paye lui a sans doute également inspiré un angle d'attaque pour ses discours de Père la rigueur, celui de la bataille générationnelle. Nicolas, il va payer la dette pour Bernard et Chantal. T'en fais pas, Simone. C'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers, comme on dit, qui de ce point de vue-là considèrent que, ma foi, tout va très bien. Alors ça, c'est très courageux. Parce qu'on l'a vu, Retailleau évoquer, il voulait pas taper sur les vieux. Alors Bayrou, lui, il s'en branle. C'est son dernier tour de piste, alors il donne tout. Pascal Praud, lui, il peut pas taper sur les vieux parce que c'est son public. Par contre, il tape sur Bayrou. François Bayrou, qui préfère attaquer les boomers que pointer les ravages de l'immigration, ne retire rien au mal français. Puis de toute façon, ça y est, hein. Tout le monde tape sur Bayrou, plus personne ne le respecte. C'était particulièrement flagrant le soir du 31 août où il y avait un format exceptionnel organisé pour interviewer Bayrou. Les 4 chaînes d'infos en continu avaient un de leurs représentants en face du Premier ministre. Il y avait Marc Fauvel qui vient d'arriver à BFM, Myriam Ankawa pour France Info, Sonia Mabrouk pour CNews et enfin Darius Rochebin pour LCI. Et vraiment, Bayrou s'est fait enchaîner. Pourquoi est-ce que pendant un été entier, alors qu'il fallait préparer le terrain, tout à coup là, au début, à la rentrée, vous dites « Ah, urgence ». J'ai reçu la lettre de Madame Le Pen. Elle a dû arriver dans les services le 29 juillet, c'est-à-dire que arrivé sur mon La faute à la poste. Non. Bon, c'est bien. 25 et 29, c'est bien. Vous étiez en vacances. Vous étiez en vacances. Vous étiez en vacances. Le seul qui n'était pas en vacances, c'était moi. Donc le seul adulte responsable de cette classe, c'est vous. Tous ces journalistes, ils avaient un point commun, ils étaient d'accord avec le diagnostic de Bayrou, mais ils adhéraient pas au style, la méthode, tout ça. Par exemple, il a dit que tout le monde était en vacances, alors que Marine Le Pen, elle avait envoyé une lettre. Enfin, quand même, quel manque de respect. Pour eux, ça, c'était un truc grave, hein, ils l'ont engueulé là-dessus. Pour eux, Bayrou, c'est déjà fini. Ils pensent déjà à la suite. Ils préparent déjà la suite. Surtout Sonia Mabrouk et Darius Rochebin. Les allocations et les aides non contributives qui sont versées aux étrangers, ce sont les associations d'aide aux migrants. Est-ce que vous dites ce soir qu'il n'y a pas de tabou à mettre sur la table ces sujets-là? Est-ce que vous allez articuler pour la première fois, on a l'impression que c'est le tabou suprême en France, c'est rien contre les fonctionnaires, mais un nombre de postes de fonctionnaires que l'État devra accepter pour maigrir. Sonia Mabrouk parlait de l'État obèse, ça passe par là, vous le savez bien, tôt ou tard. Et beaucoup de vos prédécesseurs, quand on leur pose la question, ils disent « Ah, c'est compliqué, on peut pas, c'est pas... » Oui, à un moment donné, c'est un chiffre. Pour Sonia Mabrouk et Darius Rochebin, la suite, c'est sans doute un moment de Trumpisme à la française. Il est temps de sabrer dans les aides, de détruire l'État social, l'État obèse, comme ils disent. Pour eux, il faut passer à la vitesse supérieure. Il est temps de faire enfin à la fonction publique ce qu'a osé faire Musk aux États-Unis. Il est temps de s'attaquer à l'État français à la tronçonneuse.
C'était un grand moment de pluralisme, comme l'a noté Jérémy Younes pour Acrimed, dans un article titré « Bayrou, 4 chaînes d'infos, une seule ligne édito ». Myriam Ankawa de France Info n'a pas fait entendre sur les questions économiques une voix si différente de celle des journalistes de Rodolphe Saadé, de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré, dont la convergence a vraiment de quoi nous inquiéter. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on dit bonne chance en béarnais, par les béarnais? Oui. Comment est-ce qu'on dit? Un petit peu. Quelqu'un continue à le combattre. Ah bah, alors continuons à le combattre. C'est clair pour tous les Français. Comme la dernière fois, en cas de dissolution, ces larbins du patronat ne manqueront pas de nous annoncer que l'extrême droite seule peut l'emporter. En fait, ils trépignent déjà. Si Bayrou chute, alors peut-être qu'il faudrait appeler tout de suite Bardella à Matignon, même sans dissolution. Sauf que là, une seule question, est-ce que le RN est prêt? Parce que la dernière fois, ils ont dit qu'ils étaient prêts, ils n'étaient pas prêts. Il y avait des nazis et tout dans les candidats, donc là, maintenant, il faudrait faire preuve de sérieux parce qu'ils sont attendus, manifestement, les journalistes disent que c'est leur moment. Il faut être prêt. C'est une question à laquelle aucun responsable du RN n'échappe. Vous êtes prêts s'il y a une dissolution? Oui, nous sommes prêts. Vous ne l'étiez pas vraiment la dernière fois. Bien sûr qu'on est prêts et on a une vision sur tous ces sujets. Évidemment qu'on est prêts et ça fait des années qu'on s'y prépare. Nous tenons prêts. Vous êtes prêts vraiment? Oui, nous sommes vraiment prêts. Le problème, là, ça va être le 10. Et puis après, le 18 d'ailleurs, parce qu'avec les manifestants, les syndicats dans la rue, tout ça, le sujet, ça va pas être les immigrés, et ça va pas être ce con de Nicolas là qui nous fait chier avec ses impôts. Là, on va parler des riches, là, on va parler des services publics, là, on va parler de justice sociale. Donc ça va être une autre ambiance. Et sur ces sujets-là, le RN, il va galérer, parce que lui, en ce moment, il essaye plutôt de se faire bien voir du patronat. Sauf que même parmi son électorat, il y a beaucoup de monde qui est OK pour qu'on taxe les riches. D'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, ça se voit. Regardez ce sondage exclusif IFOP pour LCI, une mesure qui se démarque, hein, la création d'une contribution de solidarité pour les plus hauts revenus, plébiscitée, hein, approuvée par 74% des sondés. Bon, et nous, on va suivre tout ça évidemment de près, et comme on dit dans le Béarn, quelqu'un continue à le combattre, hein? Bonne chance en somme. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir Blast, parce que c'est certainement pas Nicolas qui va nous faire un don. Oh, et puis vous pouvez aussi venir nous voir à la fête de l'UMA, on sera au stand de Blast, au village des médias indépendants. Et mobilisez-vous le 10, le 18, et je sens que ce mois de septembre va être chaud.